Bonsoir à tous. Retour dans les locaux de Mediapart pour ce grand débat, le premier de nos rendez-vous mensuels télévisés en direct de Mediapart. Un débat que nous avons voulu consacrer à une question qui bouscule, qui dérange, mais nous espérons qu'au bout de ces 2 heures, elle va tous vous réveiller. Musulmans de France, de l'invisibilité, ces travailleurs, ces immigrés, ces anciens colonisés qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne veut parfois toujours pas voir, de l'invisibilité à l'islamophobie. Ceux qu'aujourd'hui l'on désigne, ces unes que vous voyez dans les magazines, cet islam sans gêne, c'était un hebdomadaire il y a quelques semaines, à peine cette semaine, hier même, dans un grand quotidien, la religion musulmane fait l'objet d'un profond rejet de la part des Français, titre ce quotidien dit de référence, fondé par des chrétiens, et à partir d'un sondage désigne une religion, comme s'il n'y avait qu'une façon d'épouser, de suivre, de pratiquer, d'être fidèle à une religion. Alors nous sommes là ce soir dans ce débat pour, au fond, illustrer et se rappeler à tous un principe. Je cite, et vous allez tout de suite comprendre ce que je cite. La France respecte toutes les croyances. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, c'est un mot d'époque, c'est un vieux texte, ou de religion. C'est l'article 1er de la Constitution de la République française, qui dans son préambule, qui lui date de 1946, ajoute « Nul ne peut être lésé dans son travail et dans son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. » Et on peut même remonter encore plus loin. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui fait partie, elle aussi, de nos textes fondamentaux. Article 10. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Alors l'islam, il est présent dans notre histoire, dans notre culture, dans notre peuple, depuis des siècles. Et il y a 1000 façons de l'illustrer. Il y a une origine, pour certains, voilà, c'est une histoire. Il y a une culture, pour certains, c'est une culture. On peut être chrétien sans aller à la messe et néanmoins se sentir de culture chrétienne. Bien, ça vaut aussi pour les musulmans. Et puis l'on peut être croyant, une origine, une culture, une pratique religieuse. Des siècles de présence de cet islam. Et aujourd'hui, un islam désigné, stigmatisé, montré du doigt. Alors voilà, c'est de cela dont nous voulons parler. Et nous avons voulu à Mediapart faire cette soirée en partenariat avec une radio qui entend tout cela, le vit, la radio Beurre FM. Et c'est pour ça que je suis avec Abdelkrim Branin qui anime l'émission en plus qui est un peu comme le téléphone sonne. Hein, où les auditeurs appellent sur Beurre FM tous les soirs. Alors Abdelkrim, je te laisse présenter la soirée, son déroulement et nos premiers invités. Après cet appel un peu solennel, y compris aux lecteurs de Mediapart, car le débat fait rage, y compris dans les fils de commentaires de Mediapart, à parfois notre grande désolation. Donc le débat est ouvert. Donc pour ce grand débat intitulé « Être musulman face à l'islamophobie », il y aura 3 phases, 3 étapes que nous allons parcourir pour explorer le sujet. Table numéro 1, premier débat qui sera consacré à cette forme de discrimination qu'est l'islamophobie, comment elle se manifeste, comment elle est mesurée et enfin comment elle est combattue. Table numéro 2, on parlera des véritables pratiques des musulmans de France, mais aussi de ces fameuses institutions représentatives et controversées, notamment le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Enfin, troisième débat, table numéro 3, on terminera avec la construction, le cheminement de ce qu'on désigne désormais comme le problème musulman. Voilà, donc pour cette table numéro 1, je vais vous présenter nos invités, à commencer par Zahra Ali, bonsoir.
ça. Vous êtes féministe et musulmane, ça peut paraître paradoxal pour certains, mais c'est une réalité pour vous. Vous êtes l'auteur d'un livre, justement, qui s'appelle Féminisme islamique, sorti à la Grande Fabrique. Au même moment. Voilà. On aura l'occasion d'y revenir au cours de ce débat. À ma gauche, Samy Deba. Bonsoir, Samy. Bonsoir. Vous êtes président du CCIF, le Conseil français... le collectif contre l'islamophobie en France, à ne pas confondre avec le CFCM, excusez-moi. Donc nous allons parler dans le débat suivant. Ce sera le débat suivant. Le CCIF qui vient de terminer une grande campagne de sensibilisation concernant l'islamophobie. Vous aurez le temps de nous parler de ce bilan. Et Eric Van Dorp. Bonsoir Eric. Vous êtes clinicien, psychothérapeute, et vous allez nous faire part du ressenti de certains de vos patients, justement, qui ont subi l'islamophobie. Et donc, ce débat sera animé par Karine de Mediapart, à qui je vais laisser la parole. Karine Fouteau, qui est celle qui documente sur Mediapart, par toutes sortes d'articles, de reportages concrets, les discriminations en général, les questions d'immigration, on les évoquera, et notamment cette islamophobie. Tu as publié cette semaine, pas plus tard qu'hier, le témoignage de 5 jeunes femmes, musulmanes ou non, hein, c'est pour ça que je disais l'origine, la culture, la religion, qui le vivent et qui le racontent très concrètement, et à qui on dit au fond cachez-vous, hein, puisque celles notamment qui, comme Sarah, ont un voile, on leur dit cachez-vous, c'est-à-dire cette fait de s'identifier, au fond de revendiquer, est ressenti comme insupportable, alors que c'est un droit, c'est une liberté, je l'ai rappelé, c'est une liberté fondamentale. Hein, si on ne viole aucune loi, eh bien notre liberté, c'est de respecter la liberté des autres. À toi. Bonsoir à tous. Zahra Ali, je voulais commencer par vous poser une question personnelle. Alors je vous pose une question personnelle alors que vous êtes chercheuse. Je vous la pose non pas parce que vous êtes une femme, non pas parce que vous portez le voile, mais parce qu'il semble que cela ait eu une influence déterminante sur votre parcours professionnel. En 2004, vous étiez lycéenne. Est-ce que vous pouvez nous raconter la manière dont vous avez vécu personnellement la mise en place et peut-être les débats qui ont précédé de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes religieux à l'école, interdisant le voile à l'école? Oui. Alors en 2003-2004, j'étais en première, ensuite en terminale, quand les débats ont commencé au printemps 2003. Alors, il se trouve que ce qui était, je pense, le plus difficile et le plus violent, c'est aussi de se faire, on va dire, retirer toute subjectivité, toute individualité. Ce qui est assez caractéristique du débat et toute cette stigmatisation autour du voile, même l'utilisation du terme voile, c'est qu'on a l'impression qu'on parle de foulard, qu'on parle de voile, c'est-à-dire qu'on parle de choses, d'idées, alors qu'on oublie tout le temps qu'on parle d'individus qui portent un bout de tissu sur la tête. Donc, cette manière d'être réduite au statut d'objet de discours, d'objet d'analyse, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. C'est aussi ce qui m'a poussée à m'engager à Rennes, c'était au collectif École pour tous à Rennes et ensuite au collectif de Féministes pour l'égalité. Et c'est aussi ce qui m'a poussée à faire par la suite. Alors, je ne me considère pas encore chercheuse, hein, je suis juste doctorante en sociologie, je termine ma thèse, mais c'est vraiment ce qui m'a poussée à faire de la recherche en sciences sociales pour devenir, pour une fois, je dirais, sujet d'un discours, sujet de ma propre analyse, puisque j'ai fait un Master 2 sur l'émergence d'une conscience féministe musulmane, donc à partir de ce qu'on appelle une posture de connaissance située, qui est on va dire une méthode féministe, à savoir analyser sa propre position à l'intérieur d'un mouvement en émergence qui est le féminisme islamique. Est-ce que vous avez eu vous-même à faire face à des réflexions, peut-être d'enseignants ou de personnes, de proviseurs à qui vous avez dû être confronté d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous vous souvenez d'anecdotes? Oui, alors il y aurait des milliers d'anecdotes. De parents d'élèves, disons que j'ai même eu droit à une pétition contre moi quand j'étais en terminale. J'ai même eu droit à, je veux dire, vraiment porter ce petit bout de tissu sur la tête dans ce pays, c'est quelque chose qui est, on est confronté au quotidien, c'est une atmosphère, même avant la loi. C'est-à-dire que la loi a finalement rendu légitime, a libéré une parole raciste. Je reprendrai un peu les termes de Saïd Bouhama qui parle de la production d'un racisme respectable. C'est que finalement, c'est tout à fait respectable maintenant de dire qu'il y a un certain nombre de personnes dont les pratiques gênent. Donc,
mais avant même cette loi, vraiment cette manière de me renvoyer toujours à l'Afghanistan, à l'Iran, etc., et de me nier mon individualité, le fait que j'ai bel et bien choisi de le porter, ça a été quelque chose d'extrêmement violent. Les études en France qui portent sur les discriminations sur une base religieuse sont très rares. Alors peut-être juste pour en citer une qui date de 2010, qui a été financée, me semble-t-il, par Sciences Po et la French American Foundation. Cette étude aboutissait à la conclusion que un CV envoyé par une personne de confession musulmane avait 2 à 3 chances en moins de recevoir une réponse de l'employeur que n'importe quelle autre personne. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une spécificité 2,5 fois. Voilà, 2,5 fois moins de réponses. C'est Jade Lingard qui avait rendu compte de ça, avec donc un CV qui s'intitulait d'une Marie Diouf, donc avec un prénom chrétien, et d'une Radija Diouf. Et hop, eh bien la Radija Diouf, boum. Voilà, alors avec, peut-être on en reparlera, parce qu'il y a d'autres types d'enquêtes qui ont été produites depuis, mais enfin ça reste quand même assez parcellaire. Est-ce qu'il y a une spécificité française, selon vous, en matière de discrimination? Aujourd'hui, vous habitez à Londres. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que c'est une pure coïncidence? Oui, alors, pour dire les choses même clairement, je dirais que quand on porte un foulard en France, c'est presque devenu un choix de vie. C'est-à-dire que c'est presque, on sait qu'on ne trouvera pas de travail, quels que soient les domaines. Je veux dire, la majorité des filles de ma génération ont été réduites, tout diplôme confondu, à faire des ménages. Et même dans je veux dire, à titre personnel, où je pourrais raconter des anecdotes d'amis qui étaient des diplômés en master, etc., qui auraient pu travailler dans tout un tas de domaines, à qui même dans l'espace où elles faisaient le ménage, on leur a demandé de retirer leur foulard. Donc ça va vraiment très très loin. C'est-à-dire que là, on est dans des jeunes femmes qui se disent, mais quelles que soient les études que j'entreprends, de toute façon, je ne serai jamais engagée. Et c'est pour ça qu'on va bien au-delà de la loi. On est vraiment dans toute une atmosphère où il y a cette idée, et ça a vraiment commencé en 2003-2004, qu'il ne s'agit pas de l'école. Il s'agit vraiment d'interdire toute visibilité de cet islam. Et donc cette idée qu'on a des gens vraiment qui confondent absolument tout. Non, mais là, on est dans un pays laïque. Tu ne peux pas, quand on a des clients qui rentrent, par exemple, tu n'as pas le droit de montrer ta religion. Donc on est dans la confusion la plus totale. Et donc, effectivement, moi, je termine ma thèse en Angleterre et il me sera difficile en France, si ce n'est impossible, d'avoir un poste de recherche parce que, comme je vous dis, donc passer des ménages à la recherche, on est encore loin. Mais quel que soit, je dirais, les secteurs, c'est extrêmement... Et en Angleterre, c'est présent? Non, non, pas du tout. Je pense que pas du tout. Alors qu'il y a eu des attentats dans le métro. Alors qu'il y a eu... alors la France, je pense qu'il y a la question de l'héritage colonial, à savoir, on va penser pour une catégorie de la population ce qu'il y a de mieux pour elle. Donc on a vraiment cet héritage. On va penser pour ces femmes, on va les protéger d'elles-mêmes, on va faire les choix pour elles parce qu'elles ne savent pas se libérer, parce qu'elles ne savent pas être émancipées. Et il y a la question effectivement, je dirais, d'une position laïcarde qui vise à dire, il faut vraiment, on va dire, que le religieux soit invisible dans l'espace public. Ce qui n'est pas du tout le cas en Angleterre. Bon, il y a aussi un héritage colonial propre au monde anglo-saxon, mais il y a quand même ce respect du choix individuel et de cette posture. Il y a cette posture qui dit, voilà, c'est un choix religieux, il est respecté en tant que tel. Il faudrait peut-être préciser que la laïcité, telle qu'elle est dans la loi française à l'origine, en 1905, non, c'est la liberté de conscience. C'est la liberté de conscience, c'est donc pas l'invisibilité dans l'espace public. Exactement. Même Aristide Briand a dit, si vous voulez, les hommes, aller en robe, comme les curés à l'époque, vous avez le droit. Tout à fait, tout à fait. Vous considérez, qu'est-ce qui est en cause en France? C'est l'islam ou c'est la visibilité de l'islam? Ou par ailleurs, dans votre cas, est-ce qu'il n'y a pas une forme de sexisme qui s'ajoute à ça? Oui, je pense que c'est imbriqué. C'est la question de l'héritage colonial, la question effectivement d'une tendance laïcarde qui s'est développée. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a un féminisme, je dirais, majoritaire, qui s'est construit dans la désignation, je dirais, de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont inventés féministes dans ce pays, à partir du moment où le sexisme, c'est l'autre. Le patriarcat, c'est une certaine catégorie de la population, arabo-musulmane, qui habite les banlieues.
Et donc finalement, il y a des gens qui se sont découverts féministes en dédouanant la société majoritaire de son sexisme. Parce que comment est-ce qu'on peut, sous couvert de féminisme, exclure d'autres femmes? Et je reviens encore à cette manière dont on a retiré toute la subjectivité à une catégorie de femmes. Comment est-ce qu'on peut soutenir que, sous couvert de défendre les droits des femmes, on va exclure des individus? C'est bien des individus qui portent un bout de tissu sur la tête, c'est pas autre chose que ça. Samy Débat, peut-être ce serait intéressant que vous nous racontiez à quelle occasion le collectif contre l'islamophobie est né. Est-ce que pour vous, de la même manière, une expérience personnelle a été à l'origine de la création de ce collectif ou c'est complètement délié? En fait, le collectif contre l'islamophobie en France est né pratiquement dans le contexte de la mise en place de la commission Stasi, qui, je vous rappelle, cette commission avait été mise en place par Jacques Chirac, elle avait pour but de réfléchir à la pertinence de la mise en place d'une loi, du vote d'une loi, interdisant les signes religieux dans les établissements publics du premier et second degré. À cette époque, il y avait une série d'articles, de reportages sur comment on vivait l'islam dans tel ou tel pays, dans tel ou tel coin du monde. Et à chaque fois, on faisait le parallèle avec ce qui se passait en France, et notamment autour de la polémique sur la place des signes religieux dans les établissements. Et effectivement, il y a eu un éditorialiste, je pense, qui avait été assez sévère de sa plume à l'époque, en tout cas pour nous pousser à nous mobiliser. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on avait décidé d'essayer de comprendre ce phénomène ici qui envahissait les esprits, en tout cas les esprits d'un certain nombre de personnes dans notre pays. Et on sentait déjà à l'époque le danger dans lequel risquait de sombrer notre pays et plus largement le continent. Parce qu'on avait la parole libre par rapport à cette haine et ce rejet de tout ce qui pouvait symboliser de près ou de loin l'islam. Est-ce que vous pouvez nous dire la manière dont vous définissez le terme islamophobie? On y reviendra dans les différentes tables rondes ensuite. Mais vous, en tant que collectif, quels sont les mots que vous mettez derrière ce concept? Alors l'islamophobie, si on le prend au sens étymologique du terme, c'est la peur de l'islam. Or, cette peur de l'islam qu'on peut comprendre, bon, elle est souvent de l'ordre de l'irrationnel en tout cas, mais si on peut même essayer de la comprendre, il n'en demeure pas moins que cette peur-là se transforme petit à petit en rejet, puis on voit comment elle glisse vers la haine, c'est-à-dire une haine irrationnelle, sans vraiment comprendre de quoi il en ressort. Et c'est pour ça que ce terme il nous intéresse et c'est pour cela qu'on l'a choisi. Alors comment on le définit très précisément? Ce sont tous propos ou actes qui visent une personne ou une institution, un groupe de personnes en raison de son appartenance réelle ou supposée à cette religion. Et cette approche, elle considère que tout acte qui vise à discriminer une personne ou à lui faire subir des actes de haine en raison de ce qu'elle est, doit être proscrit dans notre pays. Et on rejoint en cela toutes les lois, ou en tout cas le corpus législatif qui existe par rapport à cette question-là du rejet de la discrimination. Alors, pour revenir justement aux enquêtes, aux études qui ont été produites sur ces questions, en matière d'emploi, de logement, on voit que les discriminations liées à l'origine restent prédominantes. Peut-être on en reparlera avec Patrick Simon de l'INED. Elles restent prédominantes par rapport aux discriminations se fondant sur la religion. Du coup, sur l'apparence, tu veux dire. L'origine, c'est l'apparence. L'origine, oui, réelle ou supposée, le pays d'origine. Effectivement, ça peut être l'apparence aussi. Mais donc, ces facteurs-là, ces déterminants-là, prévalent par rapport aux facteurs religieux. Du coup, on peut se demander pourquoi vous n'avez pas préféré choisir une autre terminologie, par exemple racisme anti-maghrébin, racisme anti-arabe. J'imagine que vous avez dû vous poser la question. Oui, écoutez, c'est simple, on est parti d'une situation très précise. Le collectif contre l'islamophobie, théoriquement, il n'aurait jamais dû exister. Pour la bonne et simple raison, c'est que la France est riche de ces organisations de lutte contre les discriminations et de lutte contre le racisme. Toutes ces organisations traditionnelles qui ont un savoir-faire aujourd'hui qui n'est plus approuvé. Elles ont été efficaces sur de nombreux sujets, sur de nombreux combats, et elles l'ont montré. Elles sont aussi diverses qu'efficaces. Le problème, c'est sur la question propre à l'islamophobie. Là, il y a au mieux des débats. Au pire, il y a un rejet, voire même un militantisme anti-musulman. Vous parlez de la LICRA, par exemple, etc. pour ne pas les citer, nous avons des organisations qui ont
carrément qui ont mené des campagnes, par exemple pour interdire la présence de signes religieux, et particulièrement musulmans, parce que c'est vrai que sous une dénomination souvent neutre, en réalité, ce qu'on vise très souvent, c'est l'islam et les musulmans. Comme là, actuellement, nous avons par exemple une institution qui est très officielle, qui est le Haut Conseil à l'intégration, qui aujourd'hui est devenu vraiment le porte-parole des lois, et il encourage tout type de loi qui vise à restreindre encore plus le champ d'expression de l'appartenance musulmane dans l'espace public. On y reviendra sur le HCI avec le sociologue Abdelali Ajat tout à l'heure. Très, très bien, donc c'est à partir de ce constat-là qu'on a dit il y a quelque chose qui manque dans ce domaine. Et parce qu'on avait compris que ce phénomène-là allait augmenter, sinon exploser. Eric Van Dorp, vous êtes psychologue clinicien, vous avez aussi beaucoup travaillé sur les questions d'islamophobie. Une partie de vos patients sont musulmans. Quelle expérience font-ils de ce qu'on pourrait appeler l'islamophobie ordinaire? Donc, ce qui ne serait pas de l'ordre des agressions frontales, mais plus des paroles, des supposées blagues qui sont parfois adressées aux musulmans. Est-ce qu'ils vous font part de ce type de stigmatisation ou de rejet un peu banal, quoi, qu'on pourrait dire banal? Oui, bon, les patients que je reçois ne sont pas consultés spécialement parce qu'ils sont victimes de discrimination, mais encore que ça peut arriver. Hein. Mais pour peu, ils viennent me voir, ils ont confiance en moi, ils savent que je suis dans la position freudienne de neutralité bienveillante, hein, ce qui est pas évident, parce que, vous voyez, on est dans une situation particulière que beaucoup de musulmans ont globalement plus de problèmes psychologiques que le reste de la population, hein, parce qu'ils ont à gérer les problèmes de tout un chacun, mais en plus, ils ont à gérer deux types d'autres conflits. Le conflit, on va dire, national, hein, entre... ils sont pris en tenaille entre leurs parents qui ont grandi en Tunisie, au Maroc, et qui s'identifient, hein, aux Marocains, aux Tunisiens, et puis eux qui souvent ont grandi en France, qui s'identifient aux Français, enfin, avec une quête parfois d'identité. Hein. Comment je m'inscris symboliquement dans le lien social. Ils ont aussi un autre conflit à régler qui est lié à leur islamité. Comment on peut s'inscrire symboliquement dans le lien social, dans une société qui n'est plus organisée par le religieux, alors que soi-même on est travaillé de l'intérieur par des idéaux religieux. Donc ça c'est le problème de tout croyant. Mais il y a un problème, hein, qui est spécifiquement qui est lié à l'histoire de l'immigration, qui vient s'ajouter. Hein. C'est très compliqué de s'inscrire symboliquement dans le lien social. Et pour les femmes, c'est encore plus compliqué parce que elles sont prises en tenaille entre trois types de discours. Il y a le discours, on va dire, franco-européen qui encourage sa sœur non musulmane à s'épanouir dans une vie professionnelle et qui lui dénie ce droit à elle. Il y a à côté de cela le discours machiste, arabo-maghrébin, qui est toujours une réalité, qui tente à la maintenir dans des rôles sociaux de mère, hein, alors qu'elle, très souvent, elle a une aspiration comme ça d'épanouissement professionnel. Hein. Et puis, il y a le discours musulman, en tout cas la relecture qu'elle fait du discours musulman, dans lequel elle trouve un idéal féministe d'épanouissement personnel en tant que femme, et notamment en tant que femme qui travaille. Et donc c'est très compliqué pour les femmes musulmanes. Hein. Très souvent, parmi les musulmans que je reçois, majoritairement, ce sont des femmes qui vont venir. Hein. Et il y a probablement, on peut supposer, qu'il y a sûrement un lien avec ce climat islamophobe. Parce que le CCIF le rappelle très souvent, il y a plus de 80% des victimes de l'islamophobie qui sont des femmes. Hein. Ce qui se passe, c'est que depuis 2004, il y a toute une série de lois et de mesures juridiques, d'exceptions qui ont été promulguées par la France, qui concernent toutes
les femmes, hein, qui veulent réguler la visibilité de la femme voilée dans l'espace social. Alors, quelles sont les conséquences psychologiques sur ces femmes, hein? Il n'y a pas beaucoup d'études. Enfin, il n'y a pas d'études pour l'instant. Ce que je peux dire, c'est témoigner à partir de ma patientèle. Ces femmes, elles éprouvent réellement une grande souffrance sur le plan psychologique. C'est incontestable. D'une part, parce que depuis la loi anti-voile de 2004, beaucoup de jeunes filles doivent renoncer à la filière d'études de leur choix, hein, parce que notamment elles doivent renoncer aux classes préparatoires, aux grandes écoles, et puis aux classes de BTS, c'est-à-dire comme par hasard à ce qui est considéré comme des filières d'exception. Du coup, elles se retrouvent massivement à l'université, et puis chaque année, vous avez des centaines de jeunes filles voilées qui obtiennent des licences, des masters, des doctorats, qui se rendent compte qu'elles ne pourront jamais s'investir dans une vie professionnelle. Qu'est-ce qu'elles font, hein? Elles se marient, elles font des enfants, et puis elles restent toute leur vie cantonnées à un rôle social de mère ou d'épouse, hein? Et elles ont leur mari qui, lui, a souvent le même niveau d'études, qui est ingénieur, qui est avocat, qui, lui, s'épanouit, hein, dans sa vie professionnelle. Ce qui génère beaucoup de problèmes de couple, hein. Très souvent, je suis sollicité par des organisations musulmanes pour faire des interventions sur la vie de couple. Vous voyez, c'est sûrement pas par hasard, je crois. Vous voyez. Alors, ce qui est étonnant dans l'histoire, hein, c'est que ces jeunes femmes qui souffrent en silence, hein, elles ne souffrent pas en silence parce qu'elles viennent témoigner, hein, dans mon cabinet de leur vécu. Et puis, dans leur communauté, elles témoignent, hein, elles se plaignent auprès de leurs frères, de leur père, de leur mari, de cette situation, et auprès des responsables religieux. Et tout le monde est d'accord que c'est injuste, qu'elles sont victimes d'une discrimination et d'une injustice inacceptable, hein. Le problème, c'est que toutes ces femmes, elles sont des milliers, on ne les voit pas émerger, se mobiliser en masse, alors qu'elles sont suffisamment nombreuses pour créer un mouvement social. Vous voyez, la structure, le CCIF, c'est une structure merveilleuse, mais ça reste une petite structure, avec très peu de moyens. Alors, pourquoi on a cette situation-là? Vous voyez, moi je vais vous dire quelque chose. Pourquoi ces femmes ne se mobilisent pas massivement? Tout simplement parce qu'il y a une première raison, il y a deux raisons à cela. Il y a une première raison, c'est que les hommes de leur communauté consentent tout à fait, reconnaissent tout à fait qu'il y a là une grande injustice, hein, mais beaucoup d'entre eux n'ont absolument pas l'idée de se mobiliser dans un quelconque militantisme, que ce soit juridique ou politique, hein, tout simplement parce que, inconsciemment, je dis bien inconsciemment, ça les arrange quelque part que les femmes de leur communauté restent à la maison, restent cantonnées dans ce rôle social de mère ou d'épouse, hein. Et là, on a une alliance tout à fait perverse entre le vieux machisme arabo-maghrébin, qui existe, il ne faut pas se voiler la face, et l'islamophobie, avec d'ailleurs la bénédiction des organisations féministes. Vous voyez ? Et juste, parce que justement en termes de mobilisation, Zahra Ali a travaillé beaucoup là-dessus, il semble, en France, de la gauche à l'extrême droite, beaucoup de gens considèrent qu'on ne peut pas être à la fois musulman ou musulmane et féministe. Oui. Vous arrivez quand même à démontrer l'inverse en prenant des exemples dans le monde arabe, aussi en France. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette alliance est possible, cette compatibilité, pour reprendre un terme... De l'Égypte à l'Iran, du Maroc à la Syrie, en France, aux États-Unis et jusqu'en Malaisie. Oui. C'est ce qu'annonce ce livre que nous recommandons. Pour aller un peu au-delà même du féminisme en tant que tel, je crois qu'aussi il y a cette posture quand même, y compris dans la gauche. C'est pour ça qu'on voit que la question de l'islam, de l'islamophobie, de la question du voile, c'est quelque chose qui a fait émerger de nouvelles fractures qui dépassent les clivages droite-gauche. Parce que là, on est aussi dans des postures où on n'envisage pas qu'un individu puisse trouver son émancipation, sa libération, sans mettre à distance le religieux.
Et donc, il me semble que, pour ce qui est de mobilisation, pour ma part, je trouve que c'est important de faire émerger cette idée, à savoir qu'à partir du cadre religieux, c'est ce que je développe un peu dans cet ouvrage, les féministes musulmanes partent d'une quête de sens, de spiritualité, pour aller vers un engagement vers le changement, vers le bien. Ça fait aussi partie, on trouve ça aussi en Amérique latine, chez les théologiens de la libération. Donc ça aussi, ça fait partie, je dirais, c'est une forme d'engagement politique. Mais après, il y a aussi le danger, je crois, pour ce qui est du contexte de la France, de s'enfermer dans la question de la liberté religieuse. Parce que non, on est bien dans des questions de racisme, on est bien dans des questions d'héritage colonial. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, quand je me suis engagée, je l'ai fait dans des cadres pluralistes, avec des associations musulmanes, non musulmanes, antiracistes, parce que je pense que voilà, on pose des questions d'égalité, des questions je dirais, d'oppression néocoloniale, et que là, on n'est pas strictement dans le domaine du religieux. Donc, à mon sens, quand vous dites pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mouvement, etc., déjà, toute la difficulté, ne serait-ce qu'on a eu des cas de jeunes femmes, et je pourrais donner beaucoup d'anecdotes, quand on s'engage dans un certain nombre d'organisations politiques, on est exclu de fait parce qu'on porte le foulard, ou même parce que... C'est ce qui s'est passé au NPA, par exemple. Il s'est créé... Ça a été au fond un tournant de sa crise et de son déclin à ce moment-là, par rapport aux nouvelles classes populaires qu'il prétendait rassembler. Tout à fait, donc on a aussi une gauche qui n'a pas fait, je pense, son travail sur la question de l'héritage colonial, et aussi sur la question de la possibilité d'articulation de partir du religieux pour aller vers une action vers le changement. Karine, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut préciser ce que vous mettez derrière ces mots, puisque vous avez le regard britannique, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, la Grande-Bretagne a été une puissance coloniale, de cette question, ce nœud colonial spécifiquement français? Oui. Alors, si on revient par exemple au terme que Frantz Fanon, par exemple, a nommé la bataille du voile, de ces cérémonies de dévoilement qui ont lieu sur la place publique en mai 58 à Alger, on a bien cette idée que finalement, on a une population, donc cette autre, à civiliser, assimiler. Il faut qu'il s'assimile. Voilà, à assimiler, etc. Donc on a bien montré finalement que la France était en Algérie pour libérer les femmes algériennes du patriarcat arabo-musulman, de les libérer de leur père et de leurs frères, etc. Et donc on a justifié l'ambition coloniale en ces termes. Et c'est pour ça aussi qu'il me semble, si on en vient aujourd'hui, que le port du voile lui-même par un certain nombre de jeunes femmes peut aussi contenir une forme de militance. Alors, on a beaucoup utilisé ça en 2003-2004, donc c'était la militance politique soi-disant, donc proche de courants obscurantistes. Non, mais juste une posture de refus de cette injonction assimilationniste, intégrationniste française. Cette revendication de dire « je suis musulmane et je suis française ». Donc, dans le voile, il y a aussi, je pense, cette posture-là, telle qu'il émerge donc, parmi les jeunes générations. Et cette bataille-là, est-ce que vous avez dû la mener au sein du féminisme français également ? Oui, je pense que les féminismes musulmans, le féminisme musulman en France, c'est pas du tout quelque chose qui est considéré comme légitime. Je veux dire, je ne parle pas à égalité avec les autres féministes. On me nie le droit de me revendiquer en tant que féministe. Mais il y a des dynamiques nouvelles. Celle autour du collectif féministe pour l'égalité est vraiment très intéressante. Et on voit que cette idée de féminisme islamique dans le monde anglo-saxon, par exemple, je dirais que c'est presque une banalité. Ça a fait sa place, ne serait-ce que en termes de recherche en sciences sociales, on a un certain nombre de productions, alors qu'en France, cet ouvrage fait partie des premiers. Le CCIF, on peut considérer que c'est aussi un lieu de mobilisation. Alors il y a des campagnes de sensibilisation, mais c'est aussi un lieu où le droit peut être exprimé. Est-ce que des cas de plaintes que vous recevez, vous pouvez les porter devant les tribunaux? Est-ce que ça arrive fréquemment? Comment ça se passe? Vous avez un rôle de médiation aussi, le CCIF. Est-ce que c'est un rôle qui peut être très intéressant entre la victime et la personne auteur de l'acte de l'agression ou de l'acte islamophobe? En même temps, ce rôle de médiation, est-ce qu'il ne vient pas empiéter ou empêcher d'une certaine manière la poursuite devant la justice? C'est-à-dire, si vous résolvez les problèmes, disons, intra-personnels, est-ce qu'on n'empêche pas une judiciarisation, enfin, de faire en sorte que certaines situations se retrouvent devant les tribunaux? Oui, c'est vrai, mais en même temps, au CCF, on pense qu'il y a certaines personnes qui discriminent, non pas parce qu'elles sont racistes, mais parce qu'elles sont ignorantes de la loi. Il faut savoir qu'on a quand même une opinion publique qui a été inondée
d'informations, voire même de fausses informations sur ce qu'est l'islam, certes, mais ce que sont aussi les musulmans. Et on a l'impression, à entendre certains reportages, qu'en tout musulman sommeille un terroriste potentiel. Donc l'opinion publique est également victime de toute cette campagne, autant que les musulmans eux-mêmes, bon, mais d'une autre manière. Donc on fait le pari, on pense qu'il faut essayer de comprendre pour quelles raisons le discriminant agit de la sorte. Alors ce qu'on fait lorsqu'une personne déjà se présente à nous, c'est déjà de vérifier l'information. Et pour la vérifier, on va se mettre en contact avec le discriminant. Et très souvent, on a constaté effectivement que le discriminant, oui, revendique son attitude ou sa posture en considérant qu'elle est totalement légitime. Et l'argument qu'on a développé tout à l'heure, nous sommes dans un pays laïque. Donc, quand on est dans un pays laïque, on ne montre pas sa religion. Alors que, en réalité, c'est une aberration. Parce que la laïcité, c'est justement l'espace dans lequel chacun peut pratiquer sa religion dès lors qu'il respecte la liberté des autres. Mais voilà, elle laisse sa limite. Mieux que ça, historiquement, la laïcité de 1905, c'est la reconnaissance des cultes minoritaires qui étaient opprimés par le culte catholique dominant, c'est-à-dire en l'occurrence le protestantisme et le judaïsme. C'est pour ça que c'est une loi de séparation des églises et de l'État. Donc c'était faire la place aux minorités. Une démocratie se juge au sort qu'elle fait à ses minorités. Exactement. Et pas à la majorité. Complètement. C'est là la grandeur d'une démocratie. C'est tout à fait cela, et c'est pour ça qu'on a eu une série de personnes qui se sont présentées comme experts laïcité, où ils ont justement dévoyé tout ce concept aux yeux de l'opinion. Et aujourd'hui, on a une pratique de la laïcité qui ne correspond pas du tout, qui s'est fortement éloignée de son sens originel. Donc c'est pour ça qu'on se met en contact avec les discriminants, et très souvent, ce travail de médiation permet en effet de résoudre des situations qui sont très difficiles. Vous savez, vous parlez, c'est vrai, j'ai eu à discuter avec un collègue d'une organisation de lutte contre le racisme, et qui m'a tout simplement dit, il dit, nous, on ne joue pas ce rôle de médiateur parce qu'on considère que quelqu'un qui a commis une infraction, il doit répondre devant le juge. Et il m'a donné un exemple qui était fort pertinent, puisqu'il m'a dit, si quelqu'un, par exemple, roule en sens contraire sur l'autoroute et qui se fait attraper par le gendarme, il ne va pas dire, monsieur le gendarme, attendez, je vais négocier avant que vous me retirez le permis. C'est tout à fait juste. Sauf que nous avons besoin de comprendre, nous, le phénomène. Et deuxième raison, également, un processus qui passe devant la justice française, ça va prendre des années. Un procès va prendre des années. Et c'est souvent pas possible pour des personnes et des familles qui sont dans des situations aussi précaires et fragiles, d'attendre tant de temps pour retrouver leurs droits. Et des fois, c'est un juste compromis entre la connaissance de la réalité pour le CCIF et l'obtention et de résoudre le... Concrètement, ça veut dire quoi? Vous allez voir la personne qui on la a créé soit par une parole, tout à qui a fait, eu... Vous au allez... téléphone, oui. Et puis on a certains cas, c'est vrai, qui ne veulent rien reconnaître et qui gardent cette posture, ils restent inflexibles. Et dès lors, on est obligé, dans ce cas-là, de passer. Il y a des fois où ça passe à la conversation, à la discussion, à la rencontre, à la relation. Bien sûr, bien sûr. Et nous, on fait aussi le pari de l'éducation, parce qu'on sait que beaucoup de gens ont été trompés. C'est à la fois sur les musulmans, sur ce qu'ils sont, sur le message qu'ils véhiculent. Et on pense, et la campagne qu'on a menée, elle nous l'a confirmé, c'est qu'il y a une vraie France aujourd'hui qui a peur de dire qu'elle accepte ses concitoyens musulmans comme n'importe quel autre concitoyen. Et Eric a participé à cette Muslim Pride qui a été organisée, peut-être vous nous direz quand. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire comment ça a été perçu, quel retour vous avez eu de la communauté musulmane? À l'image de la Gay Pride, la fierté homosexuelle, se dire je suis musulman et alors, voilà. Oui. Bon, alors effectivement, le terme Muslim Pride, qui est un mouvement que nous avons initié avec Raphaël Yogier il y a à peu près un an. Bon, effectivement, le terme même a généré beaucoup de commentaires au sein de la communauté musulmane. Bon, je rappelle simplement. De quel ordre les commentaires? L'idée de la Muslim Pride, nous considérons que le militantisme anti-islamophobie peut pas se contenter de prendre la forme d'un militantisme antiraciste contre l'islamophobie. Nous pensons qu'il faut
il y a besoin de lui adjoindre un militantisme culturel où le musulman apparaît, le musulman discriminé apparaît dans l'espace social, non plus en tant que maghrébin, hein, c'est-à-dire en tant que le pauvre immigré, le pauvre travailleur immigré ou bien le pauvre exclu des quartiers populaires, mais qu'il apparaisse en tant que musulman et qu'il parle à partir de son islamité et à partir des valeurs religieuses et des idéaux de sa religion dans le discours citoyen, hein, avec l'idée que le musulman doit désormais peut participer en tant que musulman et pas seulement en tant que citoyen à la vie artistique de son pays, à la réflexion sur la bioéthique, puisse s'investir dans, par exemple, par des pièces de théâtre, par des expositions photos. Nous avions créé à l'Institut des cultures d'islam un grand festival, une exposition Muslim Pride. C'est l'idée que l'islam devienne une partie intégrante de la culture française. Hein. Parce que le problème, c'est que le militantisme anti-islamophobie qui se développe actuellement, c'est un militantisme antiraciste et le musulman, il est toujours cantonné en victime, au fond. Oui, et puis il vient s'adjoindre au long cortège des exclus, à côté du noir, à côté de l'immigré, à côté du jeune des quartiers populaires, à côté du sans-papier, à côté du palestinien, à côté du rome, à côté du SDF. C'est-à-dire, on a un long cortège d'exclus. Or, moi, je pense que si les musulmans aujourd'hui sont victimes d'islamophobie, c'est pas parce qu'ils sont pas assez intégrés ou trop visibles, c'est parce qu'ils sont trop bien intégrés. Le voile a commencé réellement à poser problème en France lorsqu'on s'est aperçu, comme l'a rappelé Zahra tout à l'heure, que les femmes voilées n'étaient plus seulement des femmes de ménage, que c'était des lycéennes très studieuses, qu'elles étaient les meilleures élèves de leur classe, qu'elles commençaient à obtenir des maîtrises, à l'époque on appelait ça des DESS, des doctorats, c'est-à-dire et qu'elles briguaient des postes à responsabilité dans les entreprises. Hein. Or, en France, hein, on préfère un imam de Drancy qui parle mal le français, qui ne connaît pas la culture française, plutôt qu'un Tariq Ramadan, un universitaire cultivé qui parle admirablement la langue de Voltaire, qui connaît tout à fait les codes des Français et qui connaît parfaitement la culture française. Hein. Voyez comment on a un certain imam, on l'a transformé en porte-parole des musulmans de France. Et ce Tariq Ramadan, qui a beaucoup plus de légitimité pour jouer ce rôle, on n'en veut pas. Parce qu'il est trop beau français pour être vrai. Et je crois que ce que veulent les Français, ils ont besoin de cet ennemi de l'intérieur, de ce déchet de la République. Vous savez, c'est un peu comme les hommes qui idéalisent tellement leurs femmes qu'ils deviennent impuissants face à eux. Alors, la seule manière de retrouver leur puissance sexuelle, c'est d'aller prendre une maîtresse qu'ils méprisent. Hein, classiquement, c'est le PDG avec sa secrétaire. Hein, c'est-à-dire une femme qu'ils méprisent suffisamment pour se sentir revalorisée en sa présence. Et là, sexuellement, ça marche. Hein, eh ben, les Français, ils veulent maintenir le musulman à cette position d'exclusion. Si c'est un pauvre immigré, si c'est une femme de ménage qui porte le voile, alhamdoulilah, ça va. Hein, c'est pour ça que des fois je me sens un petit peu en porte-à-faux par rapport au militantisme antiraciste, parce que très souvent, dans les milieux, enfin, on va dire à la gauche de la gauche, hein, on a tendance à vouloir justement faire que le musulman ils viennent s'agréger au cortège de tous les exclus. Hein. C'est important de reconnaître sa position d'exclusion, de victime. Hein, mais c'est important parce qu'à partir de cette reconnaissance, je vais pouvoir faire quelque chose de ce statut. Je vais pouvoir m'en sortir. Hein, c'est-à-dire, déjà, par une élaboration psychique, je vais pouvoir sortir de cette position d'exclusion.
si je peux me permettre de prendre juste un petit exemple. Un dernier. J'ai un patient qui est venu me voir, était un Français converti. Il avait été condamné par la justice parce qu'il avait commis des violences répétées sur son épouse. Hein, et il avait une injonction de suivi psychologique. Et il est venu me voir en me disant « J'ai été condamné par le juge parce que je suis musulman ». C'est-à-dire que il a invoqué son statut de musulman converti pour s'exonérer d'un travail de remise en cause de soi-même. Et ça, dans ma patientèle, je vous assure, je le vois très fréquemment, hein, beaucoup de patients, plutôt que de expliquent l'ensemble de leurs problèmes psychologiques par le fait qu'ils sont musulmans. Hein, parce que c'est plus simple de dire « je souffre parce que je suis musulman », c'est-à-dire parce que l'autre, il est méchant, plutôt que de dire « je souffre parce que j'ai un mode de fonctionnement hein, qui me met en échec dans le lien social, hein, parce que je m'exonère. Hein. » Et vous voyez, un phénomène comme Mohamed Merah, Mohamed Merah, c'était un jeune qui avait un fonctionnement que nous appelons, nous, dans notre jargon, borderline, hein, qui n'arrivait pas à s'inscrire symboliquement dans le lien social parce que, voilà, il n'a pas été reconnu par son père, et il a vécu la violence d'un frère aîné avec une mère qui était complètement dépassée. Il avait un problème d'identité. Il a trouvé dans le discours social ce figure d'anti-héros musulman, hein, qu'il s'est approprié. S'il n'avait pas eu cette figure d'identification négative, mais en même temps valorisante pour lui, parce que ça lui donnait une réelle identité, ce jeune homme, hein, il aurait fait un petit délire, il aurait décompensé, comme n'importe quel psychotique, hein, et puis il aurait été hospitalisé en psychiatrie, et puis là, il aurait intégré le circuit normal des soins psychiques avec l'effort de resocialisation qu'on fait dans ces cas-là. Mais tant que les médias continueront à diaboliser les musulmans, ils vont effectivement fabriquer des musulmans qui seront diaboliques. Parce que, voilà, sur cette image de prophétie autoréalisatrice, parce que c'est ça la politique de la peur, c'est qu'elle fabrique les monstres qu'elle désigne, hein, et vous l'avez très bien décrit, y compris dans l'intimité d'un cabinet. On est en train de prendre du retard, donc on va passer au tableau suivant. Merci Karine, merci vous trois. Merci à vous. Tout ça était très concret et très précis. Pendant que nos autres invités arrivent, Abdelkader